Non, attendez, si vous croisez un bigoudin, quand même, vous le faites rire. Une fois qu'on a fait le panorama, donc vous avez ici la part des énergies renouvelables dans l'approvisionnement énergétique d'un certain nombre de pays. Alors vous voyez que ce n'est pas la Norvège qui gagne, c'est l'Islande, parce que dans la partie vert clair en bas, en fait j'ai mis nouvelles renouvelables. En fait ce n'est pas des nouvelles renouvelables, là-dedans vous avez la géothermie qui est une ancienne renouvelable. Donc l'Islande est aussi un très très gros consommateur d'électricité par personne. Les Islandais utilisent à la fois beaucoup d'hydroélectricité, mais aussi beaucoup de géothermie. Donc la Norvège n'arrive qu'en deuxième position. Alors vous voyez que dans cette affaire-là, si on regarde la France n'est pas extrêmement bien placée. La France est placée... que j'y arrive. Où est-ce qu'on est la France? On est encore plus à droite. Hein, droite. Où est-ce qu'on est? Ah oui, effectivement, on est là. Bon, vous voyez, on est bas. On est à 10% en gros. Donc si on dit, et en fait la raison à cela, c'est que dans les pays qui sont assez plats et assez densément peuplés, il y a bien pire que nous en Europe, les Hollandais, les Belges, si on est assez plat et assez densément peuplé, on peut oublier en fait les énergies renouvelables, parce que, enfin en substitution rapide, parce que les deux grandes énergies renouvelables dans le monde, je le répète, c'est l'hydroélectricité et la biomasse. C'est là que vous avez du stock. La biomasse a une fonction de stock, le barrage a une fonction de stock que ni le vent ni le soleil n'ont. Et vous avez besoin d'espace et de montagne si vous voulez avoir beaucoup de forêts et beaucoup de barrages. Donc si vous êtes dans un pays qui est richement doté en forêt et richement doté en barrages, ce qui en Europe est le cas par exemple de la Scandinavie, ce qui en Amérique du Sud est par exemple le cas du Brésil, ou par exemple le cas de la Colombie, etc., ou par exemple le cas du Canada en Amérique du Nord, eh bien à ce moment, et que vous avez une population pas trop importante dans le pays, vous pouvez rêver d'un approvisionnement qui serait 100% renouvelable. Si vous êtes dans un pays plat et densément peuplé, typiquement la Belgique, ça devient très compliqué. Et en fait, l'équation commence à être un peu plus jouable à partir du moment où vous faites rentrer la totalité du décarboné et notamment le nucléaire. Pour autant, pour finir avec est-ce qu'on va devenir un jour 100% renouvelable ? 100% renouvelable dans un contexte de PIB croissant, car je vous signale que même le scénario négawatt considère que le PIB va croître. Il y a un économiste qui a fait un scénario, enfin qui a proposé le volet économique du scénario négawatt en disant que le PIB allait croître, exactement comme dans la stratégie nationale bas carbone. À ce moment, ça veut dire que vous devez satisfaire une équation de ce type. Vous devez avoir de plus en plus d'énergie parce que le PIB répond essentiellement à la quantité de machines en fonctionnement, donc à l'énergie. Et vous devez avoir de moins en moins de fossiles. Et donc, le rythme de croissance qu'on doit avoir pour le décarboner, c'est 7% par an, si on veut tenir les accords de Paris. Et là-dedans, j'ai inclus le nucléaire. Si on ne met pas le nucléaire, le rythme de croissance sur les autres ENR, c'est plutôt 10% par an. Alors voilà, on va jouer comme le banquier avec les intérêts composés. Si je fais 7% par an sur 30 ans, ça fait x7. C'est simple, 7. Alors question, est-ce que je peux multiplier par 7 l'approvisionnement en biomasse? Si on est toujours aussi nombreux, qu'on cultive toujours autant, même si on mange moins de viande, mais que l'agriculture devient moins productive parce qu'on met moins d'engrais et moins de phytosanitaires, enfin voilà, on retombe sur ce qui s'est passé à l'origine quand on était 100% ENR, avec un problème de concurrence d'usage des sols, qui est qu'on ne peut pas utiliser les sols pour faire tout à la fois. Donc utiliser les sols pour faire à la fois de l'agriculture très extensive et plein de forêts, et tout ça avec une planète à 8 milliards d'individus, c'est compliqué. C'est compliqué. Pareil pour l'hydroélectricité, est-ce que je peux multiplier les lacs de barrage par 7? Alors c'est tout ça en même temps, j'insiste, puisque c'est 7% pour l'ensemble de l'approvisionnement renouvelable. On est d'accord, hein? C'est tout ça en même temps. Ça ne peut pas être la biomasse ou les barrages. C'est tout en même temps. Donc est-ce que je peux dans le même temps et en 30 ans multiplier par 7 les lacs de barrage? Bon, voilà. Je vous parlais des agrocarburants. Donc dans un monde dans lequel on doublerait la mobilité et où ça serait fait avec des agrocarburants,
Vous voyez, aujourd'hui, on consomme 4 milliards de tonnes de pétrole par an, un peu plus, 4,2. Il faudrait donc passer à 8000 MTEP, 8 milliards de tonnes de carburant, sachant qu'aujourd'hui, les agrocarburants m'en font 70 millions. Pardon. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas complètement sûr. Bon, etc. Donc la réponse, c'est qu'il n'est pas complètement certain, quand on joue avec les règles de 3, qu'on retombe sur les résultats des modèles sophistiqués qui disent que 100% ENR, on va y arriver. Alors là, je vous rappelle une règle essentielle que je vous invite à garder en tête toute votre vie professionnelle durant. Quand une règle de 3 qui vous semble pas complètement déconnante invalide les résultats d'un modèle très sophistiqué auquel vous ne comprenez rien, c'est que le modèle a tort. Et donc la seule bonne question, c'est de savoir où. Mais j'insiste, c'est pas parce que le modèle est sophistiqué et que vous y comprenez rien que le modèle est plus intelligent que vous. S'il n'est pas capable de retrouver les ordres de grandeur auxquels vous parvenez avec une règle de 3 bien posée, c'est que le modèle est faux. Il y a plein de modèles justes dans la vie. Le modèle qui fait voler l'avion, il est juste. L'avion ne s'écrase pas à chaque atterrissage. Donc il y a plein de modèles justes. Mais si, encore une fois, ce à quoi vous arrivez avec une règle de 3 ne recoupe pas un modèle sophistiqué, c'est que le modèle a tort. Alors est-ce qu'on peut faire 7%, 10%, 15%, 20%? Parce qu'il est évident que si on est limité sur ces trucs-là, ça veut dire que là, je dois faire, et en particulier sur le solaire et l'éolien, je dois faire des pourcentages de croissance de 20, 30, 40% par an. On est d'accord? Question, est-ce que dans le passé, on a su faire quelques dizaines de pourcents de croissance par an longtemps? Eh bien, je vous remontre un ensemble de courbes, parce que je vous avais montré ça juste pour le pétrole, rappelez-vous, je vous avais montré le rythme de croissance de la production de pétrole dans le monde sur le dernier siècle et demi, et je vous avais montré que partant de 15% par an, c'était descendu maintenant quasiment à zéro. Vous pouvez faire ça avec toutes les énergies sur lesquelles vous avez des séries longues, et ce que vous voyez, c'est que des énergies qui restent en taux de croissance au-dessus de 10% pendant très longtemps, ça n'arrive jamais. Et même le nucléaire qui était parti de très très haut, parce que quand vous partez de epsilon, c'est facile d'avoir des très forts taux de croissance tous les ans, eh bien très très vite, vous retombez à des taux de croissance qui sont inférieurs à 5 ou 10%. Donc l'idée que, et donc si je prends le problème à l'envers, si j'applique 8% de taux de croissance à ça et à ça, pardon, où est-ce qu'il est mon... ce que je voulais vous dire, c'était ça, oui. En 10% de taux de croissance en 30 ans, vous tombez absolument pas sur ce qui permet d'éviter les 2/3 ou les 3/4 des combustibles fossiles en 30 ans. Voilà, donc la conclusion de ce cours sur les énergies renouvelables, c'est par là où j'ai commencé, c'est-à-dire ça regroupe des réalités très diverses, c'est très dépendant de la géographie d'un pays, donc tous les pays partent pas à armes égales dans la course. Si vous avez beaucoup de soleil, pour exploiter le soleil, vous êtes quand même mieux parti que la Suède ou l'Antarctique. Si vous avez beaucoup de forêts, c'est quand même beaucoup plus facile de chauffer tout le monde au bois ou de chauffer quasiment tout le monde au bois comme en Suède que si vous êtes en Belgique. Si vous avez beaucoup de montagnes, c'est beaucoup plus facile comme les Norvégiens d'avoir plein de barrages et en plus beaucoup de montagnes par habitant. Et de consommer 3 fois l'électricité qu'on a en France que si vous êtes à nouveau en Belgique. Etc., etc. Donc les énergies renouvelables, c'est très très dépendant des conditions géographiques locales et considérer que partout dans le monde, ces énergies vont permettre de nous débarrasser des énergies fossiles alors même que historiquement c'est l'inverse qui s'est passé, et tout ça pour pas cher, est un résultat sur lequel, à titre personnel, je ne parierai pas mes propres deniers. Donc il est vraisemblable que l'avenir qui va s'écrire, et dont on parlera la prochaine fois de la méthode de gestion qui va avec, donc de la comptabilité carbone, l'avenir qui va s'écrire sera, dans tous les cas de figure, fait d'un mélange d'économie d'énergie, et donc pour partie de contraction économique, de nucléaire et d'énergie renouvelable, dans des proportions qui dépendront pour le coup des contextes géographiques, politiques et sociaux et culturels locaux. Voilà. Voilà, eh bien, à la prochaine fois.